C'est-à-dire qu'il faut d'une part ne pas s'imposer en donneur de leçons. Moi j'ai remarqué que ça fonctionnait pas, c'est-à-dire en leur disant ben, le djihad c'est pas ça, le bon islam c'est celui-ci, voilà le bien ou le mal, c'est-à-dire leur donner le sentiment de réfléchir à leur place. Donc ça c'est pas bien. Il faut simplement leur donner les outils. Alors moi je leur partage mon parcours, mais c'est pas assez complet. Parce qu'il faudrait aussi peut-être des religieux qui leur expliquent du point de vue de la religion en quoi le djihad c'est pas poser des bombes dans un métro quoi. Et puis d'autres personnes, peut-être des éducateurs aussi. Enfin, après, tout dépend. Le problème, c'est qu'il faut savoir d'abord les motivations, ce qui attire une personne vers le djihad, pour pouvoir trouver les contre-arguments. S'il part pour des raisons psychologiques, comme ça peut être mon cas, par exemple, pour se la raconter, pour vivre une aventure, des choses comme ça, donc lui faire prendre conscience que c'est pas une bonne idée. S'il y va pour des raisons religieuses, eh ben, il faut essayer de déconstruire le raisonnement qui s'est fait vis-à-vis de la religion et comment il a construit ce raisonnement. Et puis s'il y va pour des raisons politiques, bah, lui expliquer qu'il y a d'autres façons d'aider les Syriens, par exemple, si c'est le conflit syrien qui l'attire, en lui disant, ben non, si tu veux aider les Syriens, il y a d'autres façons de le faire qu'à d'aller prendre une Kalachnikov et d'aller rejoindre Daesh. Donc ça dépend des motivations, donc il faut savoir tout ça. Des fois c'est un mélange des trois aussi. Et puis une fois qu'on sait ça, après on essaie de déconstruire les choses, chacun avec ses compétences, et c'est pour ça qu'il faut être... On ne peut pas être seul aussi face à ça. Il n'y a pas qu'une seule personne qui peut aider un jeune à ne pas se radicaliser. Je pense qu'il faut au contraire multiplier les compétences et les personnes pour pouvoir avoir une réponse la plus efficace possible. Souvent, on essaye de faire des profils types parce qu'on voit plein de jeunes qui partent, donc on essaye finalement d'essayer de comprendre de façon globale pourquoi est-ce qu'ils partent, essayer de faire finalement des points communs et un référentiel en se disant bah tiens comme ça au moins si on peut avoir des signes avant-coureurs quoi. Et moi je dis que c'est pas aussi simple, c'est-à-dire que une personne, voilà, c'est très compliqué de savoir pourquoi est-ce qu'une personne va faire le djihad. C'est un engagement, c'est un parcours individuel. Et ça dépend de plein de paramètres, parfois qui nous dépassent. C'est un caractère, c'est une éducation, c'est un ressentiment, c'est plein de choses qui se mélangent. Et en effet, je pense qu'il y a autant de motivations qu'il y a d'individus, et d'explications au départ qu'il y a d'individus. Chacun est différent, chacun y va pour ses raisons qui lui sont personnelles, même s'il peut en évoquer d'autres. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui disent au départ, moi je vais pour défendre la charia, etc. Puis quand on discute un peu plus avec eux, on se rend compte que non seulement ils connaissent rien à leur religion, mais qu'ils ont surtout envie d'aller rejoindre un tel ou aller se la raconter sur Facebook avec, se posant avec une Kalachnikov. Donc ça n'a rien à voir à ce qu'ils prétendent dire. Donc voilà, c'est très compliqué. Il n'y a pas de profil type. C'est comme essayer d'expliquer pourquoi est-ce que les gens divorcent. Voilà, il n'y a pas de raison globale pour expliquer pourquoi les gens divorcent. Ça dépend des couples, chacun est différent. Et là, c'est la même chose. Des jeunes qui vont faire le djihad, alors moi j'en suis témoin, c'est pas un phénomène nouveau. Et aujourd'hui, on semble découvrir le phénomène. Alors que non, c'est pas nouveau. Simplement, on n'a pas voulu voir parce que la proportion était peut-être pas assez importante et puis les conséquences ne nous touchaient pas directement encore à ce moment-là. Et, et donc, il faut rattraper le retard. Et il faut pour cela prévenir. Et la prévention, c'est pas simplement appeler un numéro vert et détecter en disant voilà, il y a des personnes qui sont radicalisées. Je pense que la prévention, c'est justement, comme on disait au départ, donner des outils critiques aux jeunes pour ne pas tomber dans l'extrémisme. Et pour cela, ça peut passer par des témoignages comme le mien, ça peut passer par une éducation religieuse, géopolitique, comment traiter aussi l'information, parce qu'on voit aussi le facteur Internet qui est nouveau et qui est aussi très important aujourd'hui. C'est un vecteur très important. Donc voilà, il faut leur donner tous ces outils. Et en effet, je pense que le problème est éducationnel, mais qu'il faut être capable voilà, de, de donner aux jeunes aujourd'hui, sans attendre qu'ils se radicalisent d'ailleurs. Parce que la prévention, par définition, on ne va pas attendre qu'une personne se radicalise. Et aujourd'hui, toutes les réponses institutionnelles sont concentrées vers les personnes dites radicalisées ou en voie de radicalisation. C'est-à-dire qu'on attend qu'ils aient déjà basculé pour aller leur parler. Et moi, je pense que c'est une erreur. Je ne pense pas qu'il faille faire de la prison l'antichambre de la radicalisation. Ça m'a toujours dérangé que certains expliquent ça comme ça, en disant, voilà, il y a un phénomène de masse de radicalisation en prison. C'est pas vrai. On peut se radicaliser en prison parce que on peut rencontrer des mauvaises personnes, parce qu'il n'y a pas assez d'aumôniers, par exemple, pour donner des réponses à ceux qui seraient attirés par la religion, parce que la religion, ça aide aussi à tenir parfois. On a besoin aussi de quelque chose sur lequel s'accrocher quand on est en prison, parce que c'est difficile la prison. Et donc, voilà, je pense pas qu'il faille faire de la prison
C'est pas la majorité des détenus qui se radicalisent, c'est pas vrai. Ils sont très minoritaires en réalité. Et donc il ne faudrait pas se focaliser sur ce problème. Il y a d'autres problèmes en prison qui sont beaucoup plus graves, comme la surpopulation. Ça, ce sont de vrais problèmes. Et pas celui de la radicalisation. Il y a eu ce qu'on appelle les unités dédiées. Alors moi, on m'avait demandé mon avis il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit l'islam radical, le djihad, comme une maladie contagieuse qu'on attrape à proximité de personnes contaminées. C'est comme Ebola, par exemple. Et donc il faudrait, on réfléchit comme une maladie. Donc on dit, il faut isoler ces détenus radicaux pour pas qu'ils ne contaminent les autres. Il faut les mettre en quarantaine, quoi. Donc les laisser entre eux, les regrouper entre eux. Comme ça, on est tranquille. Alors d'une part, on a constaté que ça aggravait les choses parce qu'il y avait des détenus qui ne se connaissaient pas et qui se sont rencontrés comme ça. Donc on a créé des réseaux djihadistes. Il y a des personnes qui n'avaient pas le même ancrage, donc elles n'étaient pas très radicalisées. Puis là, elles sont devenues beaucoup plus radicalisées parce qu'elles avaient en face d'eux des détenus qui étaient, elles, beaucoup plus radicalisés. Donc il y a eu une espèce d'entraînement vers le plus radicalisé, quoi. Et puis surtout, on s'est rendu compte que le prosélytisme continuait, même s'il y avait ces unités dédiées, il y avait toujours d'autres personnes qui pouvaient aussi parler de djihad, en dehors des personnes détenues. Et donc tout ça a montré que ça ne servait à rien. Au contraire, moi, ce qui m'a aidé, par exemple, quand j'étais en détention, ça a été d'aller à l'école, ça a été de faire du sport, de rencontrer d'autres détenus, de me mélanger avec les autres. C'est ça qui m'a aidé. C'est pas l'inverse. Je pense que si à ce moment-là, il y avait eu ces unités dédiées, je ne sais pas comment j'en serais sorti. Peut-être que là, pour le coup, je me serais vraiment radicalisé. Parce que j'aurais pas eu le choix. Je me serais enfermé psychologiquement dans le djihad et dans la radicalisation. Je me serais identifié au personnage qu'on aurait fait de moi. Parce que moi, quand je parle avec des détenus dits radicalisés, ils s'identifient aussi au personnage. Ils disent, on me voit comme radicalisé. On me voit comme un rat de laboratoire. Et du coup, ils jouent un rôle. Ils s'enferment dans ce rôle. Et là, c'est très toxique. Parce que sur le court terme, on peut être tranquille finalement. On se dit, c'est bon, ils sont en prison, on est tranquille. Mais sur le long terme, on va voir les conséquences. Là, ça peut être contre-productif. Là, on peut avoir des détenus qui n'étaient peut-être pas beaucoup radicalisés au départ, et là, vont l'être certainement beaucoup plus. Et ils vont sortir de prison. Et là, comment on va faire? En effet, il y a ceux qui reviennent de Syrie. Alors, comment on fait? Alors, ce qu'il faudrait faire, de mon point de vue, c'est être capable de faire le tri. Alors aujourd'hui, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire que les services de renseignement, de justice n'ont pas encore les moyens pour pouvoir le faire. Peut-être parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, n'ont pas assez de moyens, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne savent pas le faire. Donc par précaution, on met tout le monde en prison, comme on ne sait pas. Puis surtout, on ne peut pas surveiller tout le monde en sortant. Et donc il y a une présomption de culpabilité qui est souvent parfois injuste. Et donc ce qu'il faudrait faire, c'est de savoir qui a fait quoi, qui est vraiment radicalisé, qui a vraiment des intentions, qui est décidé de passer à autre chose, et qui au contraire est resté dans ses idées. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que ceux qui revenaient de Syrie, en général, quand ils reviennent, parce qu'ils sont revenus justement, parce que dans l'idéologie djihadiste, revenir est un péché aussi. Abandonner le champ de bataille, abandonner la terre d'islam, pour revenir vers une terre de mécréants, c'est un péché. Donc de mon point de vue, j'ai toujours pensé que ceux qui revenaient, de toute façon, avaient abandonné la violence, au minimum. Mais que pour autant, ils pouvaient garder des idées djihadistes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient penser qu'en effet, le djihad, ça reste une obligation, mais que Daesh n'était plus leur groupe, qu'ils ne se reconnaissaient plus chez eux, ou en tout cas que la Syrie était devenue trop dangereux. Et donc ils sont pas finalement, ils peuvent avoir des idées radicales, mais ils ne seront pas forcément dangereux pour la société. Même si aujourd'hui, alors tout dépend du contexte, c'est-à-dire que là je peux parler par exemple de ceux qui revenaient en 2012-2013. Là, on est en 2016, on sait que Daesh est en déclin. Donc ceux qui reviennent aujourd'hui, c'est pas comme ceux qui revenaient quand l'État islamique était à son apogée. Donc on pouvait considérer à ce moment-là qu'ils étaient sincères, parce qu'ils sont partis où le groupe était le plus fort. Donc quand ils parlent de déception, on peut les croire. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile. On peut aussi dire que c'est un opportunisme en se disant, finalement, ils reviennent parce que Daesh a perdu, C'est pour ça qu'ils partent. Et là, on peut en effet davantage douter de leur sincérité. Donc ça rend la tâche beaucoup plus compliquée encore. Alors la déradicalisation, c'est comme l'engagement djihadiste, c'est quelque chose d'individuel. C'est-à-dire qu'on décide d'entrer dans le djihad pour ces raisons, et on décide d'en sortir aussi pour ces raisons. Donc c'est quelque chose qui se fait tout seul. C'est un raisonnement qu'on adopte soi-même en disant, ok, moi c'est plus mon chemin. Tout ce qu'on peut faire nous, c'est de mettre les conditions pour que ça arrive, pour favoriser cet état d'esprit. C'est tout, on ne peut rien faire d'autre. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de programme miracle qui ferait changer d'avis une personne. Ça n'existe pas, ce n'est pas quelque chose qui se transmet. C'est pour ça, c'est en ce sens que je ne crois pas à la déradicalisation. Je pense qu'on peut
C'est pour ça que, par exemple, quand on m'a demandé mon avis sur les centres de déradicalisation, j'ai dit à la limite, ça peut être un moindre mal pour ceux qui reviennent de Syrie. C'est vrai, ceux qui reviennent, ça peut être bien. Au moins, c'est moins pire que la prison. C'est moins stigmatisant sur un CV. C'est plus facile de reconstruire quelque chose quand on est dans un centre et qu'on peut fabriquer. Enfin, voilà, on a peut-être plus de soins, plus d'attention, on peut voir un psy, etc. Donc oui, la déradicalisation, j'y crois pas, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi accompagner ceux qui ont envie de se reconstruire de façon plus particulière, parce qu'ils ont aussi un profil qui est plus particulier et une sensibilité qui n'est pas la même, et donc il faut aussi les accompagner.